ingrédients pour faire quelque chose de nouveau, pour accompagner, mais aussi pour accélérer le développement et surtout la première étape qui est la relance du secteur en post-Covid. Sans plus tarder, je donnerai la parole à Monsieur le Président pour la présentation et aussi les mesures et les actions faites par la Comader étant la représentante du tissu agricole pour l'accompagnement de ce secteur et aussi pour l'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs. À vous la parole. Merci, Chefri. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très important d'avoir une ouverture sur l'enseignement de la part de la Confédération des agriculteurs et des agro-industriels. C'est un lien qu'on a toujours souhaité d'en avoir et j'espère que c'est juste le premier pas et que ça sera une continuité. Parce qu'être avec une école aussi prestigieuse que l'Institut IAV, avec ses lauréats, avec ses futurs lauréats, Inch'Allah, c'est un honneur pour nous. Et je pense qu'on aura beaucoup de chemin parcouru ensemble. Alors, la Comader, je commence par présenter un petit peu la Comader. La Comader, c'est l'association qui regroupe toutes les interprofessions, l'ensemble des filières. Nous avons 19 interprofessions, dont 15 qui sont déjà reconnues par le gouvernement. Alors, pour vous citer un petit peu, c'est une interprofession, c'est quoi? C'est une filière complète qui commence du départ jusqu'à la fin. Je cite l'exemple des céréales, par exemple. Ça commence à partir de la création variétale au niveau de l'INRA ou d'autres organismes privés et continue par les producteurs de semences, les agriculteurs qui sont regroupés. Il y a 1 200 000 agriculteurs qui sont regroupés dans des associations, des coopératives, des fédérations aussi. Après, on a les collecteurs, ce sont ce qu'on appelle les agris et les commerçants. Après, nous avons la première transformation, ce sont la minoterie et la semolerie. Après, on a la deuxième transformation, c'est les couscous et pâtes. Et on arrive jusqu'à la boulangerie, qui font partie aussi de la FIAC. Ça, c'est une filière. C'est comme ça qu'on est en train de... Alors, la différence qu'on a par rapport aux autres associations, c'est qu'on n'est pas géré par la loi 58, comme la CGM, par exemple. On est géré par la loi 0312. La loi 0312, c'est une loi spécifique pour les interprofessions. Et on peut dire qu'une interprofession n'a le titre d'interprofession jusqu'à ce qu'il ait la reconnaissance de l'État. Et la reconnaissance commence par avoir la représentativité, qui est généralement entre 70 à 80%. Et une fois qu'on a cette représentativité, on demande l'agrément. Et l'agrément, c'est le gouvernement qui agrée une interprofession. Une fois qu'il est agréé, il a le droit d'être le seul et unique représentant de la profession. Chose qui nous a permis d'accompagner le plan Maroc Vert avec ses structures. Et on a pris, si on veut dire, on a pris le train en marche avec le plan Maroc Vert. Mais au niveau de la génération green, et ça, je rends hommage à notre ministre de tutelle, car on a participé tous à l'élaboration de cette stratégie. On a commencé depuis la fin du plan Maroc Vert, on a fait le bilan, et après, on a lancé la nouvelle stratégie. Aujourd'hui, nous sommes en train de décliner cette stratégie en filière et en même temps sur le terrain. C'est pas notre rôle au niveau au niveau de la région, c'est plutôt le ministère avec les DRA et la structure du ministère et les chambres. Mais nous, on est en train de décliner la filière sous forme la stratégie sous forme de filière. Et c'est vraiment très, très important. Moi, personnellement, je préside la filière oléicole. Donc, la filière oléicole, elle est composée de 400 000 agriculteurs qui sont dans les 5 associations régionales qui représentent les 5 bassins de production, les 5 régions. Et dans ces 5 associations régionales, nous avons les associations provinciales et locales et les coopératives aussi. Et nous avons aussi les unités de trituration qui sont regroupées dans une fédération de la trituration. Il y a 11 000 masra et 1050 ou 1100 unités modernes. Nous avons les unités de conserve d'olives. C'est la troisième, si on veut dire, c'est la troisième fédération, c'est la FICOPAM. Donc, c'est l'Interprolive, c'est la fédération Interprolive de l'olive et l'huile d'olive qui regroupe les 3 activités.
Alors aujourd'hui, on est en train de travailler avec le ministère et le ministère des Finances aussi pour créer une vision globale, une vision stratégique pour les 10 prochaines années. Maintenant, on ne peut pas dire demain qu'on n'a pas réussi. On est obligé de réussir parce que le programme, on est en train de le faire nous-mêmes en partenariat avec le gouvernement, mais on est en train de faire notre programme. Et je vous dis que vous allez voir quelque chose d'extraordinaire qui va sortir parce que vraiment maintenant, on fait des choses très détaillées qui vont jusqu'au bout, jusqu'à le bout de la filière. On fait le travail minutieux et on fait ce qu'on doit réaliser. Un petit exemple, le plan Maroc Vert est arrivé avec, à l'époque, on avait 680 000 hectares d'oliviers. On est passé aujourd'hui à 1 150 000. On prévoit 1 400 000. La différence entre les 1 400 000 hectares et les 1 150 000 hectares, on sait où ils vont être plantés, là où il y aura le potentiel. Et tout ça dans un but d'essayer d'avoir la première chose dans la stratégie, la nouvelle stratégie, c'est l'élément humain. Et l'élément humain, notre but, notre vision, c'est de créer la classe moyenne qu'on est en train de, tout le monde en parle de cette classe moyenne. Effectivement, un agriculteur aujourd'hui qui produit sur un champ de 2-3 hectares, c'est la majorité d'olives, ben, il n'est pas dans une classe moyenne, il est dans une classe vraiment inférieure. Maintenant, on est en train de l'accompagner pour aller plus haut. L'accompagner, on a besoin de financement, on a besoin des terrains, bien sûr, ou de l'eau, c'est aussi important, mais aussi on a besoin de l'élément humain. Et c'est le centre, comme il a dit tout à l'heure notre ami ministère, donc c'est le centre de l'équation, c'est le centre, c'est l'élément humain qu'on retrouve au niveau de l'amont, comme on va le retrouver au niveau de l'aval. Donc c'est ça le but de cette génération green. Alors ça c'est le premier côté. Le deuxième point où la génération green va faire un excellent travail, c'est l'accompagnement jusqu'au bout de la chaîne. Cet accompagnement qui nous fait défaut aujourd'hui, il faut l'avouer. Aujourd'hui, on part d'une région comme Bni Mellal, la région de Tzadla. Il y a 100 000 hectares irrigués. Il y a en grande irrigation, il y a 20 000 ou 30 000 irrigations dans le PMH, dans la petite irrigation. Sur tout ce potentiel, et c'est une très grande région agricole, nous n'avons que 7% qui est transformé localement. Et ça, c'est le but. Le but de la génération green, c'est de transformer 70% de la production nationale. En plus, comme ils ont dit mes prédécesseurs, de parler de substitution des produits importés, il y a aussi la transformation. Quand je dis transformation, c'est aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont transformées localement, mais sont mal transformées. Quand je vous dis l'exemple de l'olive de table, par exemple, l'olive de table, aujourd'hui, nous n'avons que 2% pour la consommation locale qui est transformée avec une bonne qualité et qui répond aux normes exigées par le consommateur. Il n'y a que 2%. Les 90%, les 98%, on ne sait pas comment ils sont transformés. Pourquoi? Parce que le consommateur continue à acheter de l'olive en vrac. Parce que le consommateur continue à acheter de chez Riachet. 15 000 Riachats qui ne sont pas aux normes. Alors que nous avons des unités de production d'olives, de poulet qui sont emballées, certifiées avec toutes les normes. Malheureusement, on n'arrive pas à vendre. Les gens qui se sont mis sur l'agro-industrie n'arrivent pas à vendre ces produits. Aujourd'hui, on est en train d'inverser le problème. On va vers le consommateur final. On doit, pour commencer, éduquer le consommateur final. C'est lui qui doit nous aider à développer l'agro-industrie. Et ça, je m'adresse à vous en tant qu'étudiant et futur lauréat de l'agro-industrie. C'est ça où il y a notre avenir. C'est la vraie transformation. Pas de transformation qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça commence par la chaîne doit être inversée. On part du consommateur, du client final, de circuit de commercialisation. C'est pour ça que la génération green arrive avec les 120 abattoirs qui vont être construits dans les normes. On parle des marchés de gros qui vont être transformés. Parce que c'est là où il y a le gros du problème. Il faut résoudre ce problème-là de la commercialisation des clients finaux et après, ça va se découler vers l'industrie. Deuxième point qui est très important aussi, qu'il ne faut pas oublier, au niveau de la transformation, et ça, nous comptons sur vous, c'est Génération Green est arrivé par la recherche et le développement. Notre ami professeur, tout à l'heure, a bien parlé de ce sujet-là.
Aujourd'hui, on a besoin d'aller plus loin, aller dans la transformation. Ça fait 2000 ans qu'on produit de l'huile d'olive. On écrase un fruit, on a un jus et c'est de l'huile d'olive. On fait la même chose depuis 2000 ans. Maintenant, il faut aller plus loin. Essayer de trouver ce qu'il y a dans le polyphénol. C'est quelque chose, c'est là vraiment il faut l'étudier. Étudier les margines. C'est pas normal qu'on continue à exporter de l'huile d'argan à 200 dirhams le litre et importer des shampoings où il y a quelques gouttes à 50 dirhams. On reprend notre huile d'olive, mais notre huile d'argan dans des shampoings qui sont importés. Et c'est là où il y a le savoir-faire, et c'est là où on a besoin de vous. Les nouveaux lauréats, c'est là où il faut vraiment pousser. Et je pense que nous, professionnels, ministère, je me regarde à la place du ministère, je sais parce qu'ils sont vraiment tous dans ce point-là. Les financiers, il y aura des fonds d'investissement qui vont venir. D'ailleurs, Sidna Allah a bien parlé du fonds Mohamed VI qui va être lancé. Nous, on est au niveau de la Mamda, on est en train de, en mettant la casquette Mamda, on est en train de lancer un fonds, Inch'Allah, qui va être un fonds qui va accompagner ce genre d'entreprise. Il faut créer des startups. Et là, on est avec vous. On doit vous aider. Les portes sont grandes ouvertes. On doit avoir ces rencontres un peu plus souvent et cette fois-ci sur un terrain autour de tables de réunion réellement et aussi de vous orienter. On peut vous orienter pour trouver des idées, de nouvelles idées. Et après, tout peut se faire. Juste, on a besoin des hommes. C'est le plus important. C'est homme avec grand H, bien sûr. Hommes et femmes. C'est le plus important. Et c'est là, si on a ça, tout le reste, pas du couler. L'argent, on peut le trouver. Le financement, tout peut se faire. Et le potentiel est là. Et ça, je pense, je vous encourage. On est là pour vous. Et s'il y a d'autres questions, je suis là pour vous répondre. Et merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Ben Ali, président de l'Interprolive, mais vous aussi, vous avez plusieurs casquettes. Vous venez de nous filer la casquette de la Mamda. On vous remercie très, très chaleureusement par rapport aux éclaircissements et par rapport aux données que vous avez partagées avec nous et avec l'assistance aujourd'hui. Alors, j'ai quelques questions posées par notre assistance par rapport au potentiel de valorisation dans l'agriculture. Vous représentez tous les agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons des professionnels de l'agro-industrie et nous avons aussi des jeunes étudiants, des jeunes ingénieurs qui sont spécialisés dans la valorisation. Alors, la première question, c'est par rapport au potentiel. Qu'est-ce qu'on a comme potentiel de valorisation de l'agriculture marocaine? Pour la deuxième question, c'est par rapport aux filières prioritaires. Quelles sont les filières prioritaires sur lesquelles on voudrait travailler pour aller rapidement dans la valorisation et aller peut-être vers des produits à haute valeur ajoutée. Vous venez de citer l'exemple des produits cosmétiques et qui sont une revalorisation encore plus approfondie de la matière première que nous exportons. Alors, ces deux premières questions, si vous avez des éclaircissements ou des éléments de réponse par rapport au potentiel et aussi par rapport à la priorisation des filières. Le potentiel existe. Le potentiel est là. Il existe du moment qu'on a encore de la mauvaise industrie. Il y a un remplacement de cette industrie. Quand je vous parle tout à l'heure de 15 000 riachats, à côté, il n'y a même pas 5 ou 6 unités modernes. Donc, il faut les substituer. Donc, ça, c'est un potentiel qui existe. On peut le faire à partir de demain. Mais moi, personnellement, je ne pousse pas vers ce sens-là. Je pousse pour d'autres. Et le meilleur cas, c'est le meilleur exemple que j'ai cité, c'est celui de cosmétique, mais on peut citer celui de médical. C'est les PAM, c'est les plantes aromatiques et médicinales. On a un potentiel énorme. Nous sommes le deuxième pays avec le nombre d'espèces de variétés que nous avons. Et malheureusement, on doit percer dans la filière bio en général. Le bio, on est très loin dans le bio. Si on sait que la Tunisie, entre guillemets, elle exporte 50 000 tonnes d'huile bio, ça, on n'y croit pas trop parce que comme on s'est fait, c'est pas normal. Nous, on exporte 1000 tonnes, alors quand même, il y a quelque chose d'anormal, mais il y a un potentiel très important. Ça tire une clientèle, mais même, il faut pousser. Il y a d'autres, c'est à eux. Moi, je leur lance la balle de l'autre côté. C'est à eux de nous donner des idées. Nous, nos idées sont arrêtées. On est à 60 ans, on est au bout de maintenant, il nous faut des jeunes. Là, le signal que je donne aux jeunes, c'est que à notre époque, quand on était étudiant à leur place,
Quand on voulait une information, il fallait faire les bibliothèques et chercher un livre par livre et essayer de trouver. Maintenant, vous avez la chance d'appuyer sur juste un clic et on a tout ce qu'il faut. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et je pense, on ne va pas recréer la roue. Il y a des choses qu'on trouve partout. Écoutez, il y a des comprimés qu'on achète aujourd'hui, que tout le monde utilise, dans lesquels il y a par exemple de la codéine. La codéine, c'est à la base d'opium. Alors pourquoi on a une richesse de cannabis? On peut produire tellement de médicaments avec ça. Et ça, c'est une plante qui doit faire un avenir extraordinaire pour nous, médicalement. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est ça le. Alors, c'est certes, il y a une grande volonté d'aller vers la valorisation avec une accélération de ce processus, mais peut-être il y a des défis. Vous avez parlé de la mauvaise industrie, mais peut-être il faut parler de non-professionnalisme des gens qui pratiquent ces processus de valorisation et de produits. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre à niveau peut-être ces opérateurs qui travaillent et qui n'arrivent pas à maîtriser le produit sur le plan sécurité, sur le plan hygiène, sur le plan qualité. Et je pense aussi que quand le processus de valorisation, c'est parmi les défis, parce qu'il y aura des opportunités, comme l'a cité notre collègue tout à l'heure, par rapport à l'investissement. Et puisqu'il y a une opportunité, il y aura vraiment un engouement vers la valorisation. Alors les défis qui se poseront peut-être, c'est la maîtrise du produit, la qualité, la traçabilité de produits. Et ce sont des créneaux sur lesquels il faut travailler pour proposer un produit sûr, salubre sur le marché et qui répond bien sûr aux exigences réglementaires. Vous avez aussi cité la partie innovation et recherche et développement, et je pense que les ingrédients sont là. Il y a de votre côté un besoin accru pour aller vers des produits innovants à haute valeur ajoutée. Et de l'autre côté, nous avons, je pense, des étudiants et des jeunes qui sont prédisposés à accompagner cette recherche et développement. Peut-être, comme vous avez dit, il y aura d'autres occasions pour rester sur une table ronde pour en discuter davantage. Dans ce sens, quel partenariat pour vous, à votre avis, qui pourrait orienter et de façon efficiente la formation et les activités d'innovation et de recherche et développement dans le processus de formation de ces jeunes? Quelle orientation pourriez-vous les donner par rapport à ça? Ben, l'orientation, comme je dis tout à l'heure, l'orientation, c'est ce qui est. On n'est pas mieux outillés que ces jeunes. Ils ont plus accès à l'information que nous. Ça, je vous dis en toute sincérité. On peut faire ce qu'on veut, mais là, je pensais. Et les jeunes, ils ont beaucoup d'idées. Et c'est ça ce que notre force. Nous avons une jeunesse extraordinaire. Il faut profiter de cette jeunesse. J'ai visité le centre Masser il y a pas longtemps et je vois ce qu'ils ont fait, ces chercheurs dans ce centre. C'est magnifique. C'est ça l'avenir du Maroc. Je pense avec l'IAV, avec nos structures du ministère, on peut avoir un partenariat entre nous, professionnels, et les structures, les trois écoles que nous avons au Maroc de secteur agricole. Nous avons aussi des universités avec qui on a des contacts aussi, où il y a des FST généralement qui font des ingénieurs en agroalimentaire. Donc avec tout ce monde-là, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir un vrai partenariat surtout dans la recherche et développement. On doit développer ce créneau-là. Et après, les idées vont arriver d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre intervention. Et je pense, sans plus tarder, je donnerai la parole à Monsieur le Directeur, c'est Hamid Filloun, pour la présentation de la Fédération nationale de l'agroalimentaire. À vous la parole.